Retour sur le plateau du grand format. Déjà près de 7 heures de vote, les électeurs sont encore aux urnes pour accomplir leur devoir civique. C'est un rendez-vous démocratique majeur qui, au-delà de l'enjeu politique, met également en lumière la nécessité de préserver l'intégrité du processus électoral. Pendant plusieurs mois, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a intensifié des actions à travers une vaste campagne de sensibilisation intitulée « Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir » alors que le scrutin se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Quel bilan peut-on faire déjà de cette campagne? Les comportements ont-ils évolué? Les citoyens sont-ils plus conscients des enjeux liés à la corruption électorale? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le chef des services de la formation et suivi-évaluation au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, M. Étienne Badou. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Pourquoi le Haut Commissariat a-t-il jugé nécessaire de lancer cette campagne contre l'achat de votes dans le contexte de la présidentielle de 2026? Merci beaucoup, monsieur Boukari. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous vos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a, dans le cadre de la déclinaison opérationnelle de la mission qui lui a été confiée par la loi, a entendu dans sa mission globale de prévention initier un projet intitulé « Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir ». C'est donc dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet que nous avons initié cette campagne de sensibilisation dont la première phase s'est déroulée du 10 novembre au 10 décembre dernier pour pouvoir interagir avec nos populations, et la seconde phase qui a pu embrasser 25 communes, donc après les 52 de la première phase, nous a permis également d'interagir avec nos concitoyens, donc globalement de toutes les 117 communes de notre pays, pour faire en sorte que dans le contexte des élections générales de 2026, que la question de l'intégrité du processus soit préservée, faire en sorte que la question de la corruption électorale qui était notée dans nos processus électoraux depuis les années 1990, que le poids de l'argent disparaisse de nos scrutins, faire en sorte que les populations ne s'attendent plus forcément à recevoir quelque don que ce soit en nature ou en espèce d'un homme politique, d'un acteur politique donné avant d'aller voter, mais faire en sorte de pouvoir se décider par rapport à la qualité du candidat qu'il a en face de lui, par rapport au contenu du programme de société qui lui est vanté, donc que ce soit à raison de ça qu'il aille voter, exercer son droit civique. Et je voudrais alors rappeler que aller voter l'acte de vote, c'est un droit constitutionnel, mais c'est également un devoir civique. Donc, pouvoir profiter de l'occasion également pour les exhorter sur les sanctions encourues en cas de corruption ou de fraude en matière électorale, et les conscientiser, les sensibiliser à l'effet également de sortir pour aller exercer leurs droits en tant que citoyens de ce pays. Et concrètement, comment est-ce que cette campagne s'est déroulée sur le terrain? Voilà, de façon opérationnelle, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de coordonnateurs au niveau départemental, au niveau des différents départements que nous avons mis en place, et les cellules de participation citoyenne qui sont des points focaux que nous avons également, qui existaient sur le terrain et avec lesquels nous sommes entrés en partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. De telle façon que nous avons pu bénéficier quand même de cet engrais territorial qui existait pour faire en sorte que nos voix soient entendues un peu partout dans toutes les contrées de notre pays, de telle sorte que ce sont ces cellules-là qui ont eu à préparer sur le plan opérationnel ces sorties, ces rencontres que nous avons eues avec différentes parties prenantes au niveau des différentes communes de notre pays, de sorte que chaque fois que l'équipe, conformément à un programme qui a été défini, qui a été diffusé à l'avance, que quand l'équipe du Haut Commissariat à la prévention de la corruption était dans la commune, tout était déjà préparé et nous avons pu vraiment échanger avec les différents groupes cibles. Et quelle cible avez-vous privilégiée? Voilà, les groupes cibles privilégiés, c'est d'abord la communauté dans son ensemble. Quand nous parlons de communauté, il s'agit de qui? Il s'agit des représentants des organisations de la société civile, les associations de jeunes, les groupements de femmes, les confessions religieuses et tout autre citoyen lambda intéressé. C'est assez ouvert, c'est pas du tout fermé, donc c'est des séances assez ouvertes, donc il y a une communication qui se faisait au préalable et qui faisait que tout citoyen lambda intéressé par l'activité pouvait venir. L'autre également, groupe cible également, si je peux le dire, c'est les élus de façon générale, donc les élus locaux et les élus communaux avec lesquels nous avons également des séances dédiées
et avec qui nous interagissons pour faire en sorte que nous puissions vraiment attirer leur attention sur leurs responsabilités par rapport au déroulement du scrutin pour que tout se fasse normalement dans l'ordre et dans la discipline dans nos différentes localités. Et à quelques heures de la clôture donc des opérations de vote, quel premier bilan peut-on faire de cette opération? Je crois que m'appuyant sur le maillage territorial que nous avons à travers ces points focaux que nous avons au niveau des 117 communes de notre pays et avec lesquelles nous sommes en relation dans le cadre de ce scrutin, nous pouvons dire qu'effectivement sur l'ensemble du territoire, que les opérations se déroulent normalement, jusqu'à ce que je rentre dans ce studio tout à l'heure, selon le retour de terrain que nous avons. C'est-à-dire que le matériel électoral a pu être mis à disposition à l'heure. Les opérations globalement ont démarré au moins 90-95% à 7 heures du matin, tel que prévu par la loi. Et donc nous osons espérer également par rapport à l'affluence. C'est vrai que le matin, l'affluence n'était pas aussi grande que ça, mais au fur et à mesure que les gens, certainement à raison des offices religieux également qu'il y avait dans la matinée, mais je crois qu'à partir de 10h, 11h, et pour ce que j'ai vu avant de venir ici, également au niveau d'un certain nombre de centres de vote, je crois que l'affluence est assez élevée et que nous espérons que le taux de participation sera vraiment élevé. Avez-vous constaté une baisse des cas d'achat de vote ou de corruption électorale? Cela peut vous surprendre, mais honnêtement, il faut dire ce que nous savons. Nous n'avons pas reçu jusqu'à l'heure où je vous parle d'alerte de cas de corruption ou de fraude électorale dans aucune localité, dans quelque localité que ce soit. Et nous espérons que cela va continuer jusqu'à la fin du processus pour que le Bénin puisse sortir grandi des élections générales de 2026. Et quel mécanisme avez-vous mis en place pour permettre justement aux citoyens d'alerter en cas de fraude électorale? Merci beaucoup. Donc, au cours des différentes séances de sensibilisation que nous avons tenues avec les différents groupes cibles lors de la campagne de sensibilisation, nous avons eu à échanger, nous avons eu à attirer l'attention des concitoyens sur les différents mécanismes qui existent. Ce sont des mécanismes de dénonciation classiques qui existent, au-delà de ce que, par le truchement de nos points focaux qu'ils peuvent saisir localement au niveau des communes, nous avons dit, quand ils ont connaissance, par exemple, d'une fraude ou bien d'une tentative de corruption électorale, ils peuvent se rapprocher du commissariat de police de leur localité. Nous leur avons dit qu'il y a par exemple le 166 qui est un numéro vert de la police républicaine également qu'ils peuvent utiliser. Nous leur avons dit que également le 155 qui est le numéro vert de la cellule des plaintes et dénonciations de la présidente de la République, peut également être saisi à cet effet pour faire en sorte que, également le Haut Commissariat naturellement, puisque nous avons mis en place ce système de remontée d'informations tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, de telle sorte à nous permettre également, au fur et à mesure que nous recevons, s'il y avait des anomalies, s'il y avait des incidents, de pouvoir nous référer aux structures compétentes en la matière pour faire en sorte qu'on n'attende pas la fin des opérations avant de pouvoir interagir avec les structures compétentes, mais ce qui peut être corrigé au fur et à mesure que nous évoluons lors des opérations, que cela soit corrigé par les institutions. Est-ce qu'il y a des dispositions qui protègent justement des lanceurs d'alerte? Bon, c'est vrai qu'en l'état actuel de notre législation, nous n'avons pas encore une loi spécifique portant protection des lanceurs d'alerte. Et là, vous m'offrez l'opportunité quand même d'en parler, puisque le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, dans le cadre de son partenariat avec le programme Redevabilité, qui est un programme financé par la coopération suisse, dont la phase 3 du programme Redevabilité, a obtenu un financement pour aller à loi, c'est-à-dire que faire en sorte de conduire un processus pouvant nous permettre d'ici l'année 2017 de doter notre pays d'une loi portant protection des lanceurs d'alerte, dont les premiers pas seront déjà franchis après l'élection présidentielle. Donc, dans les mois à venir, nous allons, à travers un atelier que nous allons organiser d'ici la fin de l'année pour poser les jalons de la réflexion nationale autour de cette thématique-là, pouvoir conduire le processus jusqu'à adopter une loi portant protection des lanceurs d'alerte dans notre pays. Mais en attendant cela également, tel que les mécanismes de dénonciation le prévoient, il y a l'anonymat qui est prévu. Et nous exhortons très souvent nos concitoyens, les dénonciateurs, à aller à anonymat. Ils ne sont pas obligés de laisser un numéro de téléphone. Ils ne sont pas obligés de dire leur nom et prénom, non pas du tout, de décliner leur identité. Donc ils peuvent dénoncer sous anonymat et cela peut être traité normalement comme cela se doit. Il y en a suffisamment qui déposent des plaintes, que ce soit au niveau du Haut Commissariat ou au niveau des organisations de la société civile ou au niveau de la CPD.
le 155, bien la plateforme même de la CPD, la plateforme électronique de la CPD, qui dénonce sous anonymat, et pourtant cela est pris en charge et traité. Donc nous voulons, en attendant que cela existe, également attirer l'attention des concitoyens sur la possibilité qui leur est offerte également de dénoncer sous anonymat, et ils n'auront, sans risque de représailles ni d'aucune sanction. Alors peut-on dire aujourd'hui que les mentalités évoluent face à l'achat donc de votes? Moi, je pense fondamentalement aujourd'hui que ça a changé. Puisque nos différents réseaux, nos réseaux de points focaux sur tout le terrain, qui sont restés actifs lors également de la campagne, ne nous ont pas remonté des faits de corruption ou bien de fraude pendant la campagne déjà, ou bien de corruption électorale. Puisque comme nous le savons tous, avant, quand les gens finissaient les meetings, c'est des enveloppes qui se déposaient, soi-disant pour étancher la soif des gens qui sont venus suivre la campagne, soit pour payer les frais de déplacement. Et je crois que vous avez suivi, vous et moi, vous avez suivi comme moi, et disons la dénonciation, sinon les critiques qui ont été faites par un acteur politique que je ne veux pas nommer ici, qui se plaignait de ce que les gens, les acteurs ne délaissaient pas des enveloppes pour payer des frais de déplacement aux citoyens sur le terrain. Et j'ai été réjoui, cela nous conforte que le message que nous avons lancé, la campagne que nous avons déroulée au niveau du Haut Commissariat a été entendue non seulement par les acteurs, mais également les populations ont été préparées et sont conscientisées aujourd'hui et savent que ce n'est pas ça qui est le plus important. Elle ne doit plus attendre quelle prébande que ce soit, quel don que ce soit, avant d'aller faire accomplir leur devoir civique. C'est un devoir civique qui doit être accompli au regard de ce que vous-même, de l'intime conviction que vous avez en tant que citoyen, dans l'isoloir, à aller voter pour celui que vous-même vous pensez être à même d'impulser le développement de notre pays. Quelqu'un que vous pensez que ces actions peuvent concourir à l'amélioration de votre condition de vie, c'est à celui-là qu'il faut aller voter. Mais ne regardez pas les 1000 francs, les 500 francs qu'on vous donne aujourd'hui pour aller voter pour quelqu'un. Pourquoi nous disons 20 ton vote, c'est 20 ton avenir? Oui. C'est tout simple. Parce que les 1000 francs que vous recevez aujourd'hui, l'acteur qui est venu aujourd'hui, avant c'était 5 ans. Oui. Aujourd'hui, avec la Constitution, celui à qui vous votez aujourd'hui en 2023, c'est en 2033 qu'il va se représenter encore devant vous. C'est-à-dire qu'il vous aura acheté en 2026, donc vous n'aurez plus l'autorité morale de lui demander des comptes, puisqu'il vous a déjà payé. C'est pourquoi il est important que chacun soit mis en face de ses responsabilités et faire en sorte qu'il puisse être conscient de la gravité de l'acte que constitue le vote lui-même. Le vote en lui-même est un exercice grave. C'est un exercice grave, donc il doit être supposé dans le silence de la nuit. C'est pourquoi on parle de silence électoral. C'est pourquoi, après tout le vacarme des campagnes et tout ce que nous avons assisté pendant 15 jours, notre législation nous donne un jour franc pour permettre aux acteurs non seulement de se reposer, mais également à nous autres en tant qu'électeurs, en tant que citoyens, de pouvoir, dans le silence de notre cœur, pouvoir dire un tel a dit ci, un tel a dit ça. Finalement, après avoir jaugé, après avoir supposé, qui est celui-là qui est à même de pouvoir faire ce que je veux. Et c'est ce qui nous détermine le jour de l'élection à aller voter dans la paix, dans le calme et en toute responsabilité, en toute sérénité. Alors, lorsque le citoyen, comme vous le dites, ne prend rien, on va dire ça comme ça, pendant la campagne électorale, de quel moyen dispose-t-il pour obliger l'acteur politique, donc pour qu'il a voté, à le rendre compte pendant son mandat? Non, la reddition de compte est un exercice qui est déjà assez éprouvé. Que ce soit si vous regardez durant les 10 ans du président qui est en train de finir son mandat actuellement, son second mandat, je veux dire le président Patrice Talon, il y a des périodes de reddition de comptes. Et quand vous allez même au niveau des communes, il y a des périodes dans l'année où on parle de séances de reddition de comptes. Donc c'est déjà un exercice assez éprouvé, que ce soit depuis le niveau central jusqu'au niveau communal, jusqu'au niveau local, c'est déjà un exercice, une pratique déjà assez éprouvée qui fait en sorte qu'à intervalles donnés, à période régulière, le dirigeant doit aller rendre compte des actions qu'il mène au nom de ceux-là qui l'ont élu, au nom de ceux-là qui l'ont porté sur le siège pour diriger et agir en ces lieux et places. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense que les mécanismes existent et dans notre pays, nous avons la liberté de saisir toute autorité sur toute information sur laquelle nous voulons avoir de communication.
Donc, de ce point de vue, je crois que les mécanismes existent et sont assez huilés qui permettent aux citoyens qui veulent avoir telle information, qui veut que le dirigeant l'éclaire sur tel ou tel aspect de sa gestion, de sa gouvernance, de pouvoir recevoir les réponses appropriées. Alors, il n'y a pas de corrompus sans corrupteur. Donc, votre cible, c'était la population qui reçoivent, vous le dites, quelques billets donc, pendant la période électorale. Les acteurs politiques qui, pour la plupart, votent donc les lois. Quel est le message que vous avez pu adresser à l'endroit? Oui, justement, le message, nous avons dit lors de notre campagne également, puisque comme je vous l'ai dit, les élus que nous avons rencontrés sont des militants des partis politiques. Et le discours que nous avons tenu, le message que nous avons lancé à cette occasion, c'est de leur dire que le corrompu et le corrupteur sont sanctionnés des mêmes peines. Parce que très souvent, les populations nous disent, mais nous sommes pauvres. Si nous sommes dans nos localités et que les acteurs politiques viennent nous donner de l'argent, est-ce que nous pouvons refuser? Nous leur disons refuser. Parce que si au moment où l'acteur politique est en train de vous donner de l'argent, il advenait que quelqu'un vous surprenne, vous serez sanctionné des mêmes peines. Et nous disons aux acteurs également, aux acteurs politiques également, puisque ce sont des politiques, c'est des élus également, et nous leur disons qu'ils ont tout intérêt également à communiquer avec leurs responsables, au sommet également, au niveau central, pour que eux-mêmes, au niveau, puisque ce n'est pas les grands patrons des partis politiques qui viennent remettre l'argent, mais ils remettent à des acteurs locaux qui font la redistribution au niveau des communautés. Donc, faire en sorte que ce message soit entendu, et je crois que ce message a été entendu, c'est pourquoi durant toute la campagne, vous avez suivi, vous êtes un homme des médias, vous avez pu suivre que vous n'avez jamais eu ou dit quelque part qu'il y a eu distribution d'enveloppes et que quelqu'un qui a eu des disputes pendant que les gens sont en train de se redistribuer des enveloppes quelque part. Ce sont vos indicateurs qui vous permettent donc d'apprécier l'efficacité donc de cette campagne. Tout à fait, ce sont des indicateurs qui nous montrent que nous sommes en train d'aller dans le bon sens. Non seulement ce retour-là, mais également vous avez vu comment la campagne s'est déroulée. Aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que les populations attendent forcément quelque chose de quelqu'un avant de se déterminer. Plutôt, la stratégie a changé parce qu'il y a un autre système qu'on appelle porte-à-porte. Les acteurs politiques qui rendent visite donc aux populations généralement les soirs. Comment est-ce qu'il faut contrôler cela? Non, justement, j'en ai déjà parlé suffisamment cette semaine sur un certain nombre de chaînes. Et lors de la campagne de sensibilisation, nous l'avions également dit, que faire du porte-à-porte également, c'est contraire à la loi. Il n'y a pas dans notre législation, il n'y a pas la terminologie porte-à-porte. La campagne électorale est terminée le vendredi et cette stratégie de porte-à-porte dont vous parlez, généralement, quand même, nous sommes tous au Bénin, nous savons que ça se déroule généralement dans la nuit du samedi au dimanche, où les gens, sous forme de salutation, tout juste après, dans la nuit, où on va dans les maisons, des vivres, des petites enveloppes qu'on donne, etc., etc. Nous avons dit aux gens... Il n'y en a pas eu... nous n'avons pas eu de retour de ce genre de pratique. Donc, je ne peux pas parler de ceux dont je ne suis pas informé. Quand je dis je parle du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. D'accord. Est-ce que les jeunes ont été réceptifs donc, à votre message? La plupart de ceux qui ont pris part, à nos séances sont des jeunes. La plupart sont des jeunes et je pense que c'est à eux beaucoup plus que nous nous sommes adressés. Parce que c'est eux très souvent, quand nous parlons de fraude électorale par exemple, quand dans les communautés vous entendez, il y a certaines pratiques des années écoulées où vous voyez que certains disent tel territoire A ça appartient, c'est le bastion du parti A dont le parti B ne peut pas venir battre campagne ici. Et quand le parti B veut venir, on s'organise et on mobilise des jeunes pour aller semer des troubles. Nous avons dit aux jeunes, si vous vous laissez aller sur le terrain, et que les gens vous prenez, c'est vous qui irez directement en prison. C'est pourquoi très souvent vous allez voir, quand les gens, on les prend sur le terrain pour violence électorale, pour trouble à l'ordre public, c'est eux qui vont en prison. Vous entendez sur les réseaux sociaux après, c'est un tel qui m'a dit de faire et puis j'ai fait. J'ai fait 2 ans, j'ai fait 3 ans de prison, il n'est pas venu me voir. J'ai fait 6 mois de prison, il ne m'a pas appelé. Et nous leur disons, il ne peut pas t'appeler. Il ne peut pas t'appeler parce que s'ils viennent te visiter, s'ils t'appellent, toi-même tu vas les dénoncer. Donc c'est vous jeunes, qui serez responsables, vous serez face à vous-même. Vous serez face seulement à votre famille, donc vous avez intérêt à faire en sorte que les choses se déroulent normalement
pour qu'une fois l'élection terminée, que vous ne soyez pas en prison et que l'élu soit élu et soit déjà sur son siège. Alors, est-ce que dans le message, vous dites aux jeunes, lorsqu'un acteur politique vous tend 5 000, 10 000, refusez, ou lorsqu'un acteur politique vous rend visite avec un sac de 5 kilos, refusez, refoulez l'acteur politique, dites-lui que nous vous ne êtes disons un pas citoyen. refouler ne serait pas... Rejeter, ce serait un peu trop excessif. Mais trouver l'élégance nécessaire pour le dire, on n'en a pas besoin. Oui. Le travail que nous devons faire, c'est un travail de citoyen, c'est une question de citoyenneté. Nous allons le faire, nous n'avons pas besoin d'être intéressés à un titre ou à un autre. Je crois que ce message-là, nous l'avons suffisamment vulgarisé au cours de nos séances, de telle sorte qu'aujourd'hui, dans toutes les 117 communes, quand vous y allez aujourd'hui, vous entendez parler des séances que nous avons tenues et du contenu que nous avons véhiculé, faire en sorte que l'intégrité soit au centre du processus, faire en sorte que le poids de l'argent soit suffisamment, que la place de l'argent soit totalement éliminée du processus pour faire en sorte d'avoir des élus légitimes. C'est très important. Des gens qui méritent d'être élus, dont nous avons l'intime conviction que quand ils seront au pouvoir, ils feront les choses dans les règles de l'art, ils feront les choses allant dans le sens du développement de notre pays. C'est ça qui est le plus important. Le plus important, M. Boukari, c'est le Bénin, c'est pas moi. C'est pas les 1000 francs, les 500 que je recevrai aujourd'hui, c'est pas ça qui est le plus important. Mais le plus important, est-ce que celui pour qui je vote a la capacité de pouvoir impulser le développement du pays? Est-ce que celui pour qui je vote a les capacités de mettre en œuvre? C'est pas qu'il va devenir un distributeur automatique de billets pour venir me payer mon loyer, payer la scolarité de mes enfants. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais quelle est l'architecture? Quels sont les mécanismes, les facilités qui m'offrent en termes d'emploi, en termes d'accès à telle ou telle opportunité? C'est de ça qu'il s'agit. Globalement, c'est le Bénin, rien que le Bénin. C'est ce que nous devons regarder, c'est par rapport à ça que nous devons voter. Alors, quand vous dites qu'il faut, on va dire, éliminer l'argent du processus électoral, qu'en est-il des cautions donc, que les candidats doivent payer pour candidater? Mais la caution, ça, c'est une norme prescrite par la loi. C'est une norme, dès lors que vous finissez... Aussi, il faut avoir de l'argent pour être candidat. Oui, mais aujourd'hui, il faut avoir de l'argent, d'accord. Mais vous êtes candidat, vous n'allez pas de vous-même. Vous allez porter par un parti qui reçoit l'aide de l'État, n'est-ce pas? Qui reçoit l'aide de l'État. Pas tous. Les partis qui sont éligibles, donc... les partis qui sont éligibles, donc... à recevoir, oui, donc, d'accord, mais ceux qui ne sont pas éligibles n'ont qu'à trouver les moyens les plus réguliers pour avoir les ressources nécessaires pour candidater. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a aucun problème de corruption à ce niveau-là. Ça, c'est une prescription de la loi et c'est ce que toute personne qui désire candidater à un poste dans notre pays devrait faire. D'accord. Que reste-t-il à faire pour éradiquer durablement la corruption électorale au Bénin, en dehors donc des actions que vous avez déjà menées? Voilà. En dehors de ce que nous avons mené, que nous allons continuer également après l'élection présidentielle, puisque ça là, ce n'est qu'une parenthèse de notre histoire démocratique. Nous avons au niveau du haut comme ça la mission de prévention. Donc c'est une action de tous les jours, c'est une action permanente qui va au-delà du cadre de ces élections. Au-delà de ça également, nous devons également non seulement la poursuite des actions de sensibilisation, mais également l'application, c'est-à-dire au cas où on découvrirait des entorses à la loi électorale sous forme de corruption ou de fraude électorale, que les sanctions également soient infligées. Je crois que nous devons agir sur les deux paliers, c'est-à-dire la sensibilisation, c'est-à-dire la prévention et la répression. Je crois que si nous agissons aux deux niveaux pour faire en sorte également d'élever également le niveau de conscience de nos populations. Et là, il y a une action majeure que nous, au niveau du Haut Commissariat, nous devons faire. C'est faire en sorte de lever une nouvelle génération de Béninois. En faisant quoi? En élaborant des programmes éducatifs qui soient enseignés de la maternelle jusqu'à l'université, prenant en compte les questions d'éthique, les questions de morale, les questions de vertu, les questions d'intégrité, pour faire en sorte que le Béninois qui va à la maternelle aujourd'hui sache que déjà tricher, puisque nous avons été au-delà de ce que nous avons fait avec les adultes concernant la corruption et les fraudes électorales, nous avons été dans les écoles primaires, nous avons également été dans les collèges d'enseignement général, nous avons été dans les universités, pour faire en sorte d'attirer l'attention de ces cours juvéniles
sur la nocivité, les conséquences les méfaits de la corruption sur le développement socio-économique de notre pays. Donc si déjà ces enfants-là aujourd'hui, qui sont là, dont certains sont déjà experts, experts en quoi? Experts en tricherie, experts en vol. Vous voyez des enfants, nous avons été par exemple dans l'éducation citoyenne. L'éducation citoyenne fait en sorte que les enfants non seulement prennent conscience que déjà en leur sein, parce que très souvent quand vous leur demandez, donnez-moi des exemples de corruption et autres, ils donnent des exemples des policiers qui arrêtent des gens, qui ne portent pas de casque aux abords des rues, qui leur donnent de l'argent, ça c'est une parenthèse. Mais je dis, la corruption, vous pensez que c'est ailleurs? C'est en votre sein. Donnez-moi, réfléchissez en votre prochain et donnez-nous des exemples. Et c'est là que vous allez vous-même découvrir qu'à l'école primaire, même pour élire leurs responsables de classe, ces enfants du cours primaire CM1, CM2 que nous rencontrons savent déjà comment est-ce que il faut promettre ou bien il faut donner 25 francs à leurs camarades pour voter, pour se faire élire. Comment est-ce qu'il faut promettre qu'à la récréation, ils vont acheter pâté à leurs amis pour se faire élire responsable de classe au primaire? Comment est-ce que ces enfants-là trichent? Ils trichent avec des techniques vraiment très élaborées. Et je dis, si aujourd'hui nous ne travaillons pas dès là-bas, je dis bien dès la maternelle, je ne parle pas de primaire, dès la maternelle déjà, pour extirper ces genres de pratiques de leur comportement, pour qu'ils adoptent vraiment des comportements vertueux, quand ceux-là qui sont déjà moulés dans la corruption depuis le primaire, dans 20 ans, dans 30 ans, accéderont aux responsabilités, ils ne feront que perpétuer la corruption. Il n'y a pas de magie possible. C'est pourquoi si nous voulons durablement, si nous voulons avoir des résultats durables en matière de lutte contre la corruption, nous devons travailler vraiment pour changer l'infrastructure mentale, la mentalité de nos concitoyens pour provoquer à terme des changements de comportement. C'est la seule panacée qui peut nous permettre, au-delà de la sanction qui est là, qui doit intervenir. Il faut renforcer également la sanction. Il faut renforcer. Déjà, ce qui existe n'est pas déjà mauvais. Parce qu'on a vu l'année passée, par exemple, quelqu'un qui a volé 4 milliards dans ce pays. Vous vous rappelez de ce dossier de la Direction générale des impôts. L'intéressé a écopé de 30 ans de prison. Mais est-ce que pour autant, cela a tout changé dans le pays? C'est vrai que cette sanction est dissuasive de par sa rigueur, de par sa portée. Ça n'a pas arrêté le phénomène. Donc si nous voulons l'arrêter, sinon à tout le moins, réfréner vraiment sensiblement cela, c'est que nous devons travailler sur le matériau humain. Puisqu'il s'agit d'une question anthropologique, c'est l'homme, c'est le mental, c'est l'humain. Nous devons travailler pour changer d'abord dans sa tête. Nous devons changer les choses, l'infrastructure mentale. Et c'est à partir de là que nous pouvons sentir vraiment un changement de comportement. C'est de ça que nous avons besoin. D'accord. Voilà. Alors, le vote se poursuit encore sur l'ensemble du territoire national. Pour ceux qui n'ont pas encore voté, ça va être votre mot de fin. Quel message avez-vous à leur endroit? Voilà. Merci beaucoup, M. Boukari, pour l'occasion que vous nous offrez. Nous allons leur dire ceci. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption voudrait leur dire que l'exercice du droit de vote est un exercice citoyen. En tant que citoyen, tous ceux-là qui sont en acte de voter doivent sortir pour aller voter pour le duo de leur choix. Donc, que le vote se fasse dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité et vraiment de façon transparente. C'est cet appel que nous avons à lancer à tous ceux-là qui, jusqu'à cette heure-ci, ne se sont pas encore déplacés pour aller voter. Il faut qu'ils accomplissent ce devoir civique. C'est très déterminant pour l'avenir de notre pays. Cet acte que nous posons aujourd'hui nous engage pour les 7 années à venir. Donc il est important que tous ceux-là qui, pour une raison ou pour une autre, ne se sont pas encore déterminés, ne sont pas encore sortis jusqu'à cette heure-ci, puissent sortir pour aller accomplir leur devoir civique. Merci à vous, Monsieur Étienne Badou, chef service des études de la formation et du suivi, évaluation au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Merci beaucoup Merci, pour ces précisions. Très bonne journée à vous. Avez-vous déjà voté? Oui. D'accord, oui, d'accord. Un bon citoyen. Un bon citoyen. D'accord. La gouvernance par l'exemple, c'est ça qui est le plus important. Tout à fait. Très bonne journée à vous. Merci bien. Mesdames et messieurs, nous allons à présent marquer une pause, le temps pour vous de suivre la revue de presse hebdomadaire de Achiongbo Kani Achiongbo. Juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec Josaphat Dabolino. Il est spécialiste de la vérification de l'information, éditeur à Pesachek, premier média indigène de fact-checking en Afrique. Voici la revue hebdo.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la revue de presse hebdomadaire. Dans la semaine, la cloche indiquait qu'en vue d'une élection présidentielle crédible et transparente, le 12 avril 2026, la Cour constitutionnelle procède à la formation de ses délégués sur toute l'étendue du territoire national afin de les préparer à l'exercice de leur mission d'observation. C'est dans ce cadre que le professeur Dandi Niamou, juge à la Cour constitutionnelle, présidente de la Haute Cour de justice et superviseur des opérations dans les départements de l'Atakora et de la Donga, a conduit les sessions de formation sur son territoire de compétence du 1er au 3 avril 2026. 6 sites de formation ont été concernés, à savoir Bukumbe, Kwande, Natitengu et Tangieta dans le département de l'Atakora, Basila et Djougou dans celui de la Donga. Le matinal parlait, lui, du président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, qui a accueilli le jeudi 9 avril 2026 dans son cabinet Mohamed Abouajar, ancien ministre de la Justice du Maroc et chef de la mission électorale de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle prévue pour dimanche. À 3 jours du premier tour de la présidentielle, la Cour constitutionnelle s'est transformée en un véritable carrefour diplomatique. En croix fraternité, à l'issue des échanges, le chef de mission s'est dit satisfait des éclaircissements obtenus sur les dispositions mises en place pour garantir la régularité du processus électoral. La Cour constitutionnelle a notamment détaillé les mesures d'observation et de vérification prévues pour accompagner le vote. Mohamed Aouajar a enfin indiqué que la mission produira un rapport général sur l'élection présidentielle, lequel sera rendu public après le scrutin. De son côté, le Challenge rapportait que la Sénat intensifie ses opérations logistiques au centre de colisage. L'ensemble du matériel électoral est prêt, selon le directeur du matériel et des opérations de la Sénat, Rufin Domingo. Près de 18 650 kits ont été constitués pour les postes de vote. Ils comprennent notamment les listes électorales d'affichage, les listes d'émargement ainsi que les documents de centralisation des résultats, conformément aux dispositions du Code électoral. Fraternité relevait qu'à quelques jours de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, l'Agence nationale d'identification des personnes se mobilise pour garantir une participation citoyenne maximale. À travers des mesures exceptionnelles, l'institution entend lever les obstacles liés à l'absence de pièces d'identification, souvent source d'exclusion électorale. Dans un communiqué rendu public à Cotonou, la direction générale de l'ANIP annonce l'ouverture continue de ses services sur toute l'étendue du territoire national. Le confrère de la matinée pointait que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication confirme son rôle stratégique dans la préservation de l'équilibre et de la transparence du paysage médiatique. Le jeudi 9 avril 2026, l'institution a accueilli à son siège une délégation du Centre européen d'appui électoral venu béninois de régulation des médias en période électorale. Cette séance de travail s'inscrit dans une dynamique d'échange et de capitalisation d'expériences autour des bonnes pratiques en matière de gouvernance médiatique. Dans la suite, la presse du jour, sur lundi de Pâques, renseignait que Talon était à Ouida. Blue Festival, une visite aussi inattendue que symbolique. Le président de Talon a effectué une descente surprise sur la plage de Djegbadji, accueilli chaleureusement par la population. Patrice Talon s'est offert un bain de foule dans une ambiance conviviale et détendue face aux citoyens venus nombreux. Le président a expliqué ses journées dans la ville historique depuis quelques jours. Il a saisi cette occasion pour aller à la rencontre des populations, leur adresser ses vœux de bonne fête de Pâques et partager un moment de proximité dans un cadre simple et sans protocole apparent. Dans la matinée du 6 avril, renseignait le quotidien, une découverte pour le moins surprenante a retenu l'attention des fonctionnaires de police dans l'arrondissement d'Azowekada.
Alerté par des habitants, le commissariat de police a en effet mis la main sur un lot de 390 cartes SIM abandonnées dans un bosquet du hameau de Clitomain. Face à cette situation jugée anormale et suspecte, les services de police ont immédiatement ouvert une enquête pour élucider l'origine. Pour l'instant, l'affaire en est au stade de constatation et des premières investigations. Et avec fraternité, on pouvait lire que l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin a effectué le mercredi 1er avril une visite de terrain à Parakou. L'objectif est de s'enquérir du niveau de réalisation des activités entrant dans le cadre du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national dont son pays finance la mise en œuvre au Bénin. Et puis sport avec Gaskiani. La nationale masculine des moins de 20 ans du Bénin continue de briller à l'IHF Trophy Zone 3 qui se déroule à Lomé à l'issue de la 3e journée de compétition. Elle a décroché sa qualification pour les demi-finales grâce à une victoire pleine de caractère face au Ghana sur le score de 40-37. Cette qualification en demi-finale récompense les efforts d'un groupe en pleine confiance. De la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était donc la revue de presse hebdomadaire de Ashongmo Kanye Ashongmo qu'on va retrouver dimanche prochain. Informations, Josaphat Dabrolino, bonjour. Bonjour à vous, Idriss Boukari, bonjour chers téléspectateurs. Je rappelle que c'est le premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Merci d'être avec nous. On va commencer. Est-ce qu'en période électorale comme aujourd'hui, on observe une montée en puissance des fake news? Et pourquoi? Tout à fait. C'est quand même la période propice pour propager les fausses informations. Et pourquoi? Parce qu'il y a manque d'informations. Pourquoi? Parce qu'il y a intentionnés qui voudraient quand même faire passer une information qui parfois ne sont pas des informations vérifiées. Pourquoi? Parce que les acteurs, également les autorités qui devraient quand même donner l'information en temps réel n'arrivent pas même pas à fournir cette information, pas par manque de volonté, mais parce que très occupés par la charge des tâches qu'on devrait mener tout au long de la journée et tout au long de la période, ce qui fait qu'en attente donc parfois infructueuse de cette information officielle, les internautes ou les populations ou certains se lancent dans la diffusion des informations qui ne sont quand même pas vraies. Donc ça dresse le lit de la désinformation. Ça, c'est en période électorale, tout comme en période de guerre également. Ce sont des périodes où nous traitons beaucoup plus les fausses informations parce que l'information, ça circule et toutes ces informations ne sont souvent pas bonnes et vérifiées. Et peut-on parler d'une stratégie organisée ou s'agit-il tout simplement d'initiatives isolées? Ça dépend. J'ai couvert des élections dans d'autres pays où il y a eu des organisations, il y a eu des actions qui sont coordonnées, comme nous l'appelons, sont des actions coordonnées de la désinformation, alimentées par une puissance parfois étrangère ou même une puissance locale, où on diffuse l'information en boucle, où on fait passer cette information au point où le citoyen doute même de ce que cette information ne soit pas vraie. Donc, on va tellement passer la fausse information et ça va donner l'allure d'une vraie information au sein de la population. Donc ça, c'est des campagnes de désinformation coordonnées que des gens organisent. Mais au Bénin, on n'a pas encore assisté, en tout cas jusqu'à cet instant, on n'a pas encore assisté à une campagne aussi coordonnée de la désinformation. Toutefois, il y a des informations qui sont un peu crédibles sur le net, en tout cas depuis la période électorale au niveau, la période de campagne et tout le reste. Et jusqu'à ce matin également.
également. Donc il y a de ces actions-là qui sont isolées, et qui sont pour la désinformation. Et nous, en tant que médias de vérification, nous travaillons pour véritablement démystifier ces allégations-là. Et toute l'équipe, d'ailleurs, parce que cette équipe africaine s'est mise résolument au service en griffe du Bénin depuis hier soir pour véritablement suivre de près cette élection en matière de désinformation, en matière de diffusion de ces postes-là qui sont sur le net. Et là, je voudrais quand même faire souligner, parce que quand on passe sur les réseaux sociaux, on parle de Meta, ça y compris vraiment tout ce qui l'entoure, Facebook, Instagram, YouTube et WhatsApp. Et on parle également de TikTok. Donc, il y a au moins ces deux grands géants qui ont sollicité, bien sûr, PesaCheck et qui travaillent avec nous pour que véritablement les posts qui sont signalés fausses informations puissent être véritablement signalés et montrer aux utilisateurs qui scrollent sur leur portable que cette information a été vérifiée par un média indépendant et voici le verdict. Donc, c'est un travail qui se fait en collaboration avec les acteurs des réseaux sociaux pour véritablement déconstruire toutes ces allégations qui circulent. Et quel impact sur le vote des citoyens? Tout à fait. La désinformation, ça change le mindset, ça change bien sûr le comportement des citoyens. Imaginez, je prends un exemple, pas pour encore désinformer, je prends un exemple, il y a une information qui circule qui dit qu'il y a tel candidat qui diffuse, qui partage de l'argent dans telle localité, alors que c'est totalement faux. Et pour bénéficier de cette somme-là, il faut remplir un formulaire. Et quand le formulaire est validé, vous allez entrer en possession de votre argent. Et donc, ils envoient un lien et vous cliquez sur ce lien. Oui, tout à fait. Ça, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Vous cliquez sur ce lien, ça vous demande vos identités, ça vous demande encore votre localité. Au finish, ça vous dit de partager le même lien avec 15 personnes ou de partager ça dans 15 groupes. Donc, du coup, c'est un mécanisme qui permet aux gens de collecter non seulement vos informations, mais de vous recenser pour les utiliser ultérieurement. Donc, si vous tombez sur ces pièges à clics, ce que nous appelons les clickbait, donc vous tombez dans le piège également et vous n'aurez aucun gain. Ça, c'est un exemple. Et ça a circulé beaucoup plus également dans le cadre des élections au Bénin. Donc, ça a un impact. Donc, le citoyen qui reçoit ça dit « moi, je n'ai pas eu ma part et je ne pourrais pas aller voter, par exemple. Il se dira « il y a telle personne qui a eu passé, même il y a des commentaires fictifs qui se retrouvent en bas de ces posts-là. Tu viens témoigner. Oui, qui viennent témoigner. Moi, j'ai reçu ma part, ça a marché, j'ai douté au début, mais au final, je l'ai eu. Mais c'est des commentaires qui sont fictifs parce que c'est généré par des bots, c'est-à-dire c'est généré par l'intelligence artificielle, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et là, le citoyen qui voit ça dit, mais moi, telle personne, il l'a eu, mais moi, je ne l'ai pas eu. Je suis quand même aussi citoyen, donc pour ça, je ne vais pas aller voter. Ça, c'est un exemple. Donc, ça a un impact sur le comportement du citoyen. Et quel réflexe doit-on avoir avant de partager justement une information? Ah, ça c'est important parce que certains pensent que quand nous sommes sur les réseaux sociaux, il faut forcément des journalistes pour déconstruire des informations, des fausses informations. Oui, il y a des journalistes, il y a des fact-checkers, des vérificateurs des faits qui sont là, mais il y a également le travail que le citoyen, l'internaute qui est sur son téléphone peut également faire. Très simple. Nous avons, comme je le dis souvent lors de mes formations en fact-checking, nous avons cette méthode que nous appelons SIFT. SIFT, c'est S-I-F-T. En anglais, c'est Stop, Investigate, Resource, Find, Trace, Reclaim and Find Better Coverage. Donc, c'est une méthode qui permet juste à tout citoyen faisant le travail. Le SIFT, le S, ça veut dire arrêtez-vous. Je vais décrire, si vous permettez, bien sûr. Le stop, ça veut dire arrêtez-vous. Vous arrêtez à un moment donné face à une information. Parce que les informations qui sont fausses sont des informations qui agissent sur votre émotion, qui vous donnent une certaine intuition. Vous vous dites, je me retrouve devant cette information, je fais d'abord une pause. Et comme je le dis souvent, vous faites une bonne respiration, vous inspirez profondément et vous vous demandez, est-ce que cette information vraiment, ça agit sur mes émotions? Est-ce que ça me donne de la colère, ça me donne de la joie? Si c'est émotif, arrêtez-vous complètement à ce niveau d'abord. Et vous passez à la seconde étape. La seconde étape, c'est Find Better Coverage, c'est-à-dire qui est le I, non, c'est Investigate. Investigate the source, qui est le I, qui est vous cherchez la source. Mais qui a publié quoi et quand et où?
Vous vous posez cette question-là. J'ai cette information-là, ça agit sur mes émotions, mais qui l'a publié? Quelle est la source? Et cette source-là que j'ai, est-ce que c'est une source fiable? Est-ce que c'est une page qui est authentifiée? Est-ce que c'est une page qui est certifiée? Donc, est-ce que c'est peut-être Boukari qui a publié cette information, qui a cette crédibilité? Ou est-ce que c'est Joseph qui est un citoyen lambda qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève qui a publié cette information? Donc, je cherche la source. Je passe à la seconde étape après avoir cherché la source, ce qui est Find Better Coverage. Maintenant, au-delà de cette source-là, qui sont ceux-là qui ont encore publié cette information? Est-ce que Canal 3 l'a publié? Est-ce que PESACHEC a fait une investigation là-dessus? Est-ce que... Donc, je cherche si je peux trouver d'autres sources autour de la source principale que j'ai. Et à la fin, trace the claim, donc je vais voir cette même information-là. Qui l'a publiée? Est-ce que tel média crédible, X, Y ou Z, ils l'ont également publié? Donc, si je fais cette méthode, si j'ai la bonne réponse, je dis, OK, maintenant je continue et je peux partager, je peux donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, s'il y a des étapes données, la réponse est non, il faudrait que je m'arrête automatiquement. Toutes les questions que vous vous posez, s'il y a déjà un non là-dessus, donc vous arrêtez automatiquement. C'est en ça que la méthode SIFT, elle est très importante pour chaque citoyen. Et ce n'est pas seulement pour les journalistes, ni pour les fact-checkers, c'est pour tous les citoyens, tous ceux-là qui scrollent sur leur ordinateur, sur leur téléphone portable. Est-ce qu'il y a des outils ou des plateformes recommandées pour vérifier une information? Tout d'abord, il faut vous baser sur les médias de vérification des faits qui sont reconnus et certifiés AFCN. Et dans chaque pays, il y a ce travail qui se fait aujourd'hui à Code for Africa en collaboration avec les salles de rédaction à travers l'Afrique, par exemple, qui met en place des salles de rédaction dans chaque pays pour permettre à des gens de vérifier l'information. Nous avons par exemple, au-delà de ces organes sur le continent comme PESACHEC, AfricaCheck et bien d'autres, nous avons des initiatives locales et au Bénin, nous avons l'initiative de Badona qui est également dans le fact-checking. Nous avons d'autres initiatives, par exemple le bloc Antifake, qui est une application développée par des Béninois en accord avec les Nigériens NigerCheck, en accord avec ScienceCheck au Mali et IvoireCheck en Côte d'Ivoire, ils ont développé une application qui est accessible tant sur Android que sur iPhone et qui vous permet tout à fait de vérifier l'information. Donc vous entrez l'information qu'il vous faut, vous téléchargez juste l'application, vous mettez l'info qu'il vous faut et l'application a de l'algorithme vous génère si cette information elle est vraie ou si cette image elle est vraie, elle a été prise ou l'algorithme vous vérifie automatiquement. Si l'algorithme n'arrive pas à vérifier, à vous donner une réponse automatiquement, il renvoie votre requête aux organisateurs qui sont des fact-checkers reconnus et des professionnels qui vont vous répondre en espace de quelques minutes l'information dont vous voulez vérifier. Donc c'est une avancée en matière de vérification des faits aujourd'hui développée par des Béninois en accord avec d'autres. Donc au-delà de ça, il y a aussi des organes de vérification des faits comme PESACHEC. Donc vous allez sur ces sites-là et vous vérifiez l'information. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement, toute l'équipe de PESACHEC, en tout cas une bonne équipe de PESACHEC, travaille sur l'élection au Bénin, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Meta et d'autres plateformes, pour que tout ce qui est fausse information puisse être déniché et déconstruit automatiquement à partir de cet instant jusqu'à la proclamation des résultats. Parce que la période de campagne étant finie, le jour de vote en cours actuellement, c'est dès ce soir qu'il y aura encore plus de désinformation. C'est ce que nous appelons dans le fact-checking la bataille des chiffres, parce qu'aujourd'hui on va dire quel candidat a tel nombre de votes, tel pourcentage. Le taux de participation, ça va changer, ça va vraiment évoluer. Et c'est là que les vérificateurs et aussi les journalistes traditionnels ont le travail le plus lourd, véritablement à déconstruire toutes ces allégations en temps réel pour permettre à ce citoyen, pour permettre à moi, ma tante au village à Dion, de véritablement savoir que oui, cette information qui circule, elle n'est pas la vraie. Et pour finir, il faut véritablement
se retourner également vers les instances officielles. Nous avons par exemple la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui fait un travail formidable en matière d'information. Avant, on accusait cette institution de ne pas véritablement communiquer, mais je crois qu'un travail formidable a été fait aujourd'hui et instantanément, la Commission est en train de communiquer. En tout cas, je salue toute l'équipe qui est derrière cette communication pour véritablement rendre l'information aux citoyens au bon moment et à Alors, est-ce qu'on peut dire que chaque citoyen est acteur donc, de la lutte contre la désinformation? Tout à fait, c'est pour ça que j'ai parlé de la méthode SIFT, sûr. pour dire qu'en fait, que même si vous êtes juste un utilisateur Internet, vous pouvez à votre niveau également vérifier et également contacter les vérificateurs des faits qui sont également dans la société pour avoir des informations nécessaires dont vous avez besoin. Donc, chaque acteur, chaque citoyen, chaque internaute. Et quand on parle de la fausse information, ce n'est pas forcément aussi sur les réseaux sociaux, dans la communauté, de bouche à oreille. Peut-être que c'est INS qui a vu Y a dit ah, mais tu as entendu cette nouvelle-là, c'est comme ça. Mais si ça arrive à votre niveau, le travail que vous voulez faire, écoutez la personne, voyez si ça vous génère des émotions, stoppez. La méthode SIFT peut être utilisée tant en ligne que dans la vraie vie également. Donc, faites l'essentiel pour que la propagation de ces fausses informations puisse être véritablement limitée en cette période électorale. D'accord. Nous sommes en plein déroulement donc, du processus électoral. C'est le vote aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Quelle lecture faites-vous de cette journée électorale jusqu'à présent, Josaphat? Je crois qu'il y a des acteurs qui sont suffisamment outillés pour véritablement répondre à cette question. Je constate que vous avez déjà accompli votre devoir civique. Ah, vous avez triché, vous avez regardé. Oui, tout à fait. C'est important de le faire parce que c'est un devoir. Donc, le faire, c'est véritablement montrer sa citoyenneté. Je crois que tout le monde pourrait quand même le faire. J'ai écouté pas mal de gens depuis hier jusqu'à cet après-midi avant que je ne sois sur ce plateau. L'engouement, il y en a, mais on attend véritablement la fin de ce scrutin pour le taux de participation qui est très primordial parce que je crois que c'est l'enjeu véritablement de cette élection, c'est le taux de participation. Les premiers signes constatés sur le terrain, est-ce que c'est déjà encourageant? Moi, je ne suis vraiment pas habilité pour répondre à cette question. Mais pour le constat des journalistes que j'ai fait, parce que j'ai sillonné pas mal de bureaux de vote depuis le matin, je vois que des gens sortent. C'est vrai qu'on a interdit en tout cas la tenue des marchés, la tenue de certaines réunions et manifestations. On aurait pu quand même assister à une affluence au niveau des bureaux de vote. Vous vous rappelez, il y a quand même 20 ans ou 25 ans en arrière, déjà à 11 heures, c'est tout un rang qui se fait. Il faut rester sous le soleil des heures durant, ce qui n'a pas été le cas en tout cas pour aujourd'hui. On espère qu'à partir de cet après-midi, après bien sûr ce passage, qu'il y ait encore cette affluence-là, que ce rang-là, qui nous permettait, nous, journalistes, d'avoir des belles images de vote dans les localités. Donc, ce n'est pas encore constaté ça dans la matinée. Je crois que les organisateurs de la société civile, les organisations de la société civile et bien d'autres acteurs sont à pied d'œuvre pour fournir les chiffres officiels. Il y a une campagne également intensive tout à fait, pour faire sortir des gens. Mais je crois qu'en fait, on ne devrait pas attendre cette campagne-là, ça doit être spontané pour un citoyen véritablement digne qui veut donner sa voix parce que entrer dans l'isoloir, faire son choix, ne rien choisir également, c'est s'exprimer également pour dire oui, effectivement, dans le lot, je ne trouve pas quelqu'un. Et manifester l'abstention également, c'est aussi un droit. Donc, du coup, on laisse libre choix à chacun. Mais je crois que le taux de participation, c'est vraiment l'enjeu. Pourquoi le taux de participation est si crucial? Oui, c'est crucial pour cette élection. Parce que quand vous faites un feedback, vous repartez un peu en arrière. En 91, quand on devrait élire le président Nicolas Soglo, on était à 64% de taux de participation parce qu'on expérimentait notre système démocratique. C'était la toute première élection sous l'ère démocratique. Donc, le taux, tout le monde n'était pas encore dans le game. Mais le boom qu'on a eu en 96, par exemple, avec l'élection, le retour du feu Mathieu Kérékou avec 78% de taux de participation, c'était, à tout cas jusqu'à présent, c'est le taux record pour l'instant. Vivement qu'au soir de ce scrutin, nous puissions avoir
nous puissions avoir le temps de battre ce record de 78% de 96. Et quand on prend déjà l'élection, le premier mandat des deux autres présidents qui ont succédé le président Mathieu Kérékou, en 2006, nous étions autour de 67-68% de taux de participation. En 2016, on était à 64% en poussière. Donc, on espère véritablement que le vote aujourd'hui, on puisse dépasser au moins et battre un nouveau record de 80%. Alors, si tout le monde parle du taux de participation, ça veut dire qu'il y a un désintérêt donc, de la population pour la chose électorale. Cela pourrait s'expliquer par plusieurs raisons, Josaphat. Oui, la première, c'est d'abord les réformes qui ont été opérées. Donc, ces réformes, vous savez, quand il y a un changement, quand il y a une réforme, il faut prendre du temps pour s'y habituer. Donc, du coup, on espère que les réformes vont prendre du temps véritablement à être ancrées dans l'habitude du béninois, du citoyen béninois, pour que d'ici peut-être 50 ans, 60 ans, 100 ans, qu'on puisse véritablement être fiers, que nos petits-fils, nos arrière-petits-fils puissent être vraiment fiers du combat d'aujourd'hui que nous menons, comme c'est le cas dans les grandes démocraties que nous citons souvent en exemple, les États-Unis, la France, qui ont eu des décennies ou des centenaires même de pratiques démocratiques. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, mais l'histoire retiendra au moins ces différents taux, comme je viens de les citer, l'histoire retiendra ces différents taux de participation aux élections, mais vivement que ça change à la longue. Josaphat Da Bolinon, éditeur à Pesachek, premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Merci pour ce regard sur l'actualité, notamment l'actualité politique, le vote donc qui se poursuit. Et dans quelques jours, nous connaîtrons le nom du successeur de Patrice Talon. Tout à fait. Ce sera un changement de régime et ce sera quand même à l'actif de tous les Béninois et à l'actif du système démocratique béninois. D'accord. Bonne journée à vous, Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 12 avril 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Koudo, c'est à Lokossa. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Bienvenue au Bénin, terre d'affaires et d'opportunités. La semaine